remercie d'être venus aussi nombreux. Donc, notre association A présente ce soir une conférence avec un motif important, un motif d'actualité qui est la mondialisation. Donc, vous allez avoir à peu près 2 heures de conférence, peut-être ça dépassera, il y aura les débats. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez la possibilité de pouvoir intervenir, je vais pas dire tout le temps, mais entre chaque thème, vous aurez la possibilité de poser une ou deux questions. Les thèmes sont bien sûr différents. Alors le thème principal, c'est la mondialisation. Ça va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Et après, les sous-thèmes vont être développés. Et vous pourrez à ce moment-là poser des questions à chaque fois qu'un thème se termine. Ensuite, il y aura le débat final. Et il y aura certainement, si le temps le permet, la possibilité de rafraîchir à l'extérieur. Bien, je voulais aussi remercier, bien sûr, monsieur le maire, la mairie de Villers, monsieur Abadi, monsieur Soulami aussi, qui nous a permis de venir ici, et madame, bien sûr, madame Lamas, qui est la directrice de la médiathèque. Donc c'est important. Sans eux, je crois que on aurait été, puisque nous on vient de l'extérieur, on aurait eu plus de difficultés à trouver une salle. Cette salle nous convient, elle a le volume qu'il faut. Je passe aussi un merci à la Confédération paysanne qui nous a bien aidés pour mettre en place cette conférence. Alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais on a essayé de compresser et de venir en cette période vraiment d'actualité au niveau du monde agricole. Merci encore. Merci Thierry pour cette introduction. Bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence ce soir à Villers. Je remercie également Conrad Schreiber d'animer notre conférence sur le thème mondialisation ou autonomie pour tous, point d'interrogation. Je serai bref car comme vous, je piaffe d'impatience d'entendre ce que Conrad a à nous dire. Je profite de l'occasion pour vous parler de l'association Réaction Pyrénées que j'ai l'honneur de présider. Je rappelle fermement que le but de notre association est la défense des droits de l'homme, notamment bafoués en France, encore plus sous la présidence Macron et rien d'autre. Et je vous montre un document que vous avez pu trouver à l'entrée, donc dans lequel on a recensé toutes les infractions aux droits de l'homme commises par le gouvernement actuel. La meilleure façon de défendre les droits de l'homme, c'est d'extirper la cause réelle de cette atteinte à nos droits fondamentaux et naturels. Depuis de longs mois, voire d'années, nous avons petit à petit analysé et identifié l'origine de cette atteinte. Ce n'est pas un concept abstrait, mais bien une organisation internationale mafieuse qui fait ouvertement la guerre, actuellement larvée à tous les peuples de la planète, en perspective d'une 3e guerre mondiale beaucoup moins larvée et beaucoup plus destructrice, pour instaurer définitivement leur gouvernement mondial, dictatorial et dystopique. Notre association est totalement apartisane. J'insiste également sur ce point. Nous sommes issus de la société civile et nous n'avons rien à voir avec la politique politicienne des partis. Certains insistent pourtant à vouloir nous classer sur l'échiquier politique. À mon avis, c'est peine perdue. Le jeu des partis politiques est fait pour les partis politiques et nous remarquons que la plupart des grands partis politiques sont remplis de contradictions car ils ne ciblent pas, volontairement ou non, le fond du problème de notre société. Ils s'attaquent aux conséquences, mais à aucun moment ils n'en désignent la cause. Je ne suis pas là pour faire le procès des partis politiques, mais il est nécessaire de faire cette mise au point au préalable, car nous avons régulièrement à répondre à ce genre d'interrogations qui sont bien naturelles. De plus, je précise que notre association est volontairement locale et régionale afin de conserver notre ligne de pensée et d'action. Cela ne signifie pas que nous sommes isolés
Bien au contraire, nous travaillons exclusivement en partenariat avec de multiples structures locales, nationales, voire internationales. Nous avons une liste de partenaires qu'on pourra tenir à votre disposition. Nous travaillons pour la défense des droits de l'homme, par exemple, soit des structures que je dirais politiquement plutôt ancrées à gauche, pour la défense du peuple palestinien, martyrisé en ce moment, ou pour la libération de Georges Abdallah, militant communiste et résistant palestinien, détenu arbitrairement sans condamnation ni décision de justice à la prison de Lannemezan. À la demande des autorités étanusiennes, bien sûr. Nous sommes soumis. Comme nous soutenons la défense de la population civile du Donbass, massacrée depuis 2014 par le régime bandéro-sioniste de Kiev, en partenariat avec l'association SOS Donbass. Cela ne fait pas de nous autant des communistes pour les uns ou des pro-Poutine pour les autres. Nous soutenons toutes les victimes de l'arbitraire et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous souhaitons garder notre indépendance, nous voulons travailler avec tous ceux qui sont de bonne volonté, sans entrer dans des débats stériles qui conduisent à la désunion. On ne demande pas à nos partenaires d'épouser toutes nos causes et nos analyses, on souhaite être traité de même en contrepartie comme étant un partenaire fiable et honnête. Ce message est parfois difficile à faire passer, mais il faut que l'on y arrive. C'est maintenant vital, oui. Oui, vital, car la France est en train de s'enfoncer dans la tyrannie du Macronistan. Le mouvement contre la réforme des retraites passé en force, ainsi que la révolte des agriculteurs que nous avons soutenue et que nous soutenons de toutes nos forces, en sont les conséquences évidentes. Il est grand temps de créer un mouvement de résistance qui dépasse les clivages habituels que l'on peut admettre dans une situation entre guillemets normale. Aujourd'hui, la France coule, tel le Titanic, après avoir heurté un iceberg qui s'appelle Macron. Il envoie par le fond, après l'avoir dépecé, le peuple français tout entier. Il le fait sciemment pour le compte de ses patrons et commanditaires, les Rothschild, dont il sera l'éternel obligé. Bon, nous aurons l'occasion d'aborder tous ces sujets à d'autres occasions. Mais trêve de bavardage, je passe la parole à notre ami qui va nous parler de l'interrogation, mondialisation ou autonomie pour tous. Merci beaucoup. Je vois qu'on est très engagé dans le droit de l'homme ce soir. Donc, j'essaierai d'être à la hauteur puisque la commande, elle était sur la mondialisation. Et la question, c'est pourquoi un agronome autour de la mondialisation? Parce que c'est pas évident à première vue d'avoir un agriculteur qui travaille sur une vision du monde qui est peut-être différente. Donc, je vais me présenter. Vous allez découvrir ce que fait la vache heureuse globalement. Donc ça c'est mon CV, si on pouvait dire ça. Depuis une vingtaine d'années, je construis et je porte des projets qui sont tous dans la même veine globalement. On travaille sur une thématique fondamentale qui s'appelle les sols vivants et on essaye d'y embringuer tout type d'agriculture. Donc on a commencé par des associations, c'est en bas du tableau, alors ça s'appelait Bretagne Agriculture, Sol et Environnement. C'était du temps où j'étais encore paysan, président de CUMA, responsable professionnel sur un canton, etc. Et on voyait bien que déjà avec la politique agricole commune, ça allait être compliqué. Parce que la politique agricole commune, quand elle a été réformée dans les années 92, elle a mondialisé les cours de céréales et elle a compensé par une prime le marché intérieur. Parce qu'on produisait plus cher que les cours mondiaux. Et donc, ces primes ont été conditionnées par l'administration au respect de règles environnementales. Et en fait, ce qu'on constate 30 ans après, c'est qu'on a une directive nitrate, mais il y a toujours autant de nitrate dans l'eau. On a une directive pesticides, mais il y a toujours autant de pesticides dans l'eau, voire même plus peut-être. On avait une directive de sol que l'administration n'a jamais validée. Donc, on a toujours des sols en mauvais état. On a une directive biodiversité, mais la biodiversité se meurt. Donc, force est de constater que l'accompagnement des directives par la politique agricole commune n'a pas de résultat. Et on vient de mettre une couche supplémentaire, ça s'appelle le Green Deal.
Donc un projet vert, on va dire. Et donc ce Green Deal, il va nous demander maintenant de rentrer dans le dossier émissions de gaz à effet de serre, parce que vous savez bien qu'il y a le réchauffement climatique. Et donc on pourrait faire une hypothèse, si l'administration nous envoie des règlements et qu'on a aussi peu de résultats que pour tous les autres, le résultat de l'agriculture globalement pourrait être, disons, mal engagé. Et c'est ce qu'on commence à comprendre, c'est que globalement, un morceau de papier, un règlement, ça n'a jamais réglé aucun problème. Donc, partant de là, j'ai créé en 2007-2008 un institut technique privé qu'on a appelé l'Institut d'agriculture durable, l'IAD. Et l'idée, c'était de mesurer les résultats des pratiques agricoles, peu importe lesquelles, bio, pas bio, etc., de la conf ou pas de la conf, à la limite, on s'en moque. L'idée, c'est de voir quelles sont les bonnes pratiques agricoles. On avait déjà une petite idée de ce qu'il fallait mesurer. Donc ça n'a pas vraiment marché, parce que quand vous faites un projet privé dans un pays institutionnalisé avec un État central, eh bien, vous n'avez pas forcément droit au chapitre. Donc il y a eu tir de barrage de l'administration, des institutionnels, de la recherche agronomique et de tout le système, on va dire, conventionnel de développement de l'agriculture. Donc bien nous en a pris parce que ça nous a permis d'avoir une thématique centrale qui s'appelle l'agroécologie, qui s'est imposée dans le paysage médiatique. Alors personne n'en veut, mais elle est là. Donc depuis 2013, je gère avec un collègue, Anton Ziegler, un projet qui s'appelle La Vache Heureuse, pour lequel je suis là ce soir. Alors c'est une entreprise privée, du coup, on n'est plus dans une association, et on fait du développement agricole sur l'autonomie en protéines des élevages, principalement. Donc ça marche très bien, on peut faire des copier-coller partout, et on a des gros succès avec ça. Dans la même période, on va incuber un projet qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant. Donc si vous voulez produire des légumes sans jamais travailler le sol, avec de la biologie partout, il faut ouvrir ce dossier-là. Il n'y a plus besoin de bêcher. Aujourd'hui, on a appris à cultiver ces légumes dans des plantes sans jamais avoir à désherber. Donc ça avance à toute barzingue. Donc il y a du joli jardinage qui va arriver. Et fort de tout ça, on a créé un projet qui s'appelle Vers de Terre Production, c'est-à-dire c'est une chaîne YouTube et un site internet du libre accès au savoir agronomique et technique. Donc on a mis le savoir-faire des paysans et des jardiniers en accès libre pour les gens. Donc ça marche bien, on pense qu'on a touché un paysan sur deux en France là-dessus. Le ministère de l'Agriculture, c'est moi. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En fait, on construit des projets qui doivent innerver la société de façon transversale. Et puis finalement, les derniers projets qui arrivent, on voyait que toutes nos institutions, toutes nos firmes de l'agro-industrie n'avançaient pas très bien. Donc on a créé un projet à Paris qui est une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Et puis comme c'était à Paris et que moi je suis un sale gamin, on va dire ça comme ça, je travaille toujours avec des pesticides. J'étais pas très bien pour aller à la capitale pour parler de sol vivant, tout en leur faisant comprendre qu'on allait utiliser les pesticides pour s'adapter à une autre agriculture qui en aurait plus. Mais ça, c'est politiquement incorrect parce que je me suis retrouvé à défendre le glyphosate. Et vous comprendrez pourquoi. Et puis, bon, comme ça suffit pas, la vigne est en déshérence la plus complète. Vous rentrez dans une crise du vignoble qui va mettre par terre la moitié du vignoble français. Je le vois de l'extérieur. Donc on leur a créé un projet qui s'appelle La Belle Vigne, pour avoir un projet où tous peuvent progresser vers des sols où il y a de la biodiversité, de l'humus, on va stocker du carbone, on va lutter biologiquement contre les maladies, donc c'est très engagé. Et ce dossier-là, il se termine, on a mis un chapeau, c'est-à-dire comme l'État ne veut pas de l'agroécologie, donc on a décidé de le développer nous-mêmes dans un centre national d'agroécologie qui sera le centre d'expertise de tout ce qu'on sait faire. Voilà. Donc voilà, c'est une espèce de hiérarchie comme ça qui est mon CV, c'est le travail, et je participe à tous les projets plus ou moins, les plus vieux étant autonomes et menant ça mène sa vie, chacun un petit peu à sa manière.
Alors, mon travail à la Vachereuse, c'est des fondamentaux. En fait, on s'est donné un nouveau modèle pour faire de l'agriculture. En gros, on va copier la nature, hein, et la nature, elle fonctionne sur un cycle, et ça, c'est la grande révélation. Tous vos problèmes sont liés au fait que personne ne veut rentrer dans ce cycle-là, qui est le cycle de la nature. Et donc, avec ça, en fait, on va commencer à avoir des stratégies, vive le rendement de biomasse maximale, et à partir de cette biomasse-là, on va essayer de nourrir la biodiversité, les sols, l'environnement, les animaux, les hommes, etc., l'énergie, les biomatériaux. Et donc, on travaille là-dessus, hein, c'est-à-dire l'idée, c'est de donner de l'autonomie au système en se calant sur ce problème, ce projet agricole. L'autre gros dossier, c'est l'autonomie en protéines. Donc là-dedans, on sait produire 28 litres de lait sans jamais acheter 1 kilo de soja. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu inattendu de la part des techniciens, parce que encore et toujours, ils ne croient pas. Ça fait à peu près 15 ans qu'on sait faire ça en routine, en copier-coller, pour tout type d'animaux ruminants. Et on se rend compte que les ruminants, ce sont des animaux qui vont vous sauver la planète du réchauffement climatique. C'est tout l'inverse de ce qu'on vous raconte, hein, en règle générale. Et donc, on est assez intéressé par ce projet-là, parce qu'il nous donne de l'autonomie en fertilisation, et on peut aller très très loin dans la productivité globale des fermes. Alors, comme je suis un enfant du glyphosate, j'ai grandi dans ma carrière avec et je l'ai utilisé, on s'est dit, maintenant, la société, elle ne veut plus de pesticides. Sauf que ça arrive comme une injonction, avec 0 solution quasi à la clé. Et on verra que l'agriculture biologique n'assure pas ce qu'elle devra assurer. C'est-à-dire, elle n'est pas à la hauteur des enjeux qui vont être amenés. Donc, on a commencé à réfléchir différemment. La sortie des pesticides, elle sera faite par une agriculture qui va copier le fonctionnement de la prairie pour faire du blé, du maïs, des haricots, du tournesol, du colza, et puis j'en passe et des meilleurs. Peut-être même des patates demain, mais ça on n'est pas encore, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Et l'idée, c'était de se donner un modèle et de rentrer dans ce modèle-là et dire, ben oui, les paysans ont déjà inventé une fois un système agricole où il n'y a pas de pesticides, est-ce qu'on ne pourrait pas le refaire une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois? Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'à la Vachereuse, je considère que moi, disons technicien, je suis ingénieur agronome par la formation professionnelle pour adultes, eh bien, je considère qu'on sait assez de choses. Pour moi, ce travail-là, il est fini. Alors, on démarre un deuxième travail qui est la reproductibilité paysanne, hein, qui est un petit peu plus longue et compliquée, mais on a assez de savoir pour sortir des pesticides aujourd'hui. Alors, c'est pas de l'agriculture biologique, c'est de l'agriculture bio, avec un petit tiré du 6, un grand L, qui veut dire logique. En fait, c'est la logique de fonctionnement de la biologie qui va gagner la bataille. Et vous verrez qu'il y a des drôles de surprises là-dedans. Et donc, maintenant que vous savez qui je suis, on va attaquer le grand sujet qui est celui de la mondialisation. Voilà. Et la mondialisation, c'est le seul sujet d'actualité qui vaille la peine que vous réfléchissiez sur le fond. Alors on a de l'inflation, on a une crise, on a plein de problèmes, mais c'est pas grave. Le plus gros projet à discuter, à réfléchir pour votre avenir, pour celui de nos enfants et petits-enfants, eh bien, c'est celui de la mondialisation. Alors, c'est une commande, mais je suis assez à l'aise avec ça, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent depuis 40 ans, globalement, et dont certaines pourraient être relativement graves. Et donc, on va parler de crise agricole, mais la crise agricole, ce sera plutôt la deuxième partie de la conférence, mais on a des crises d'énergie, on a un ingénieur célèbre de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, qui nous dit que l'énergie est limitée, on en consomme de plus en plus, on n'y arrivera jamais, l'énergie se perd,
Enfin bref, au rythme où on va bientôt consommer l'équivalent d'un soleil d'énergie, et puis après, si on est encore plus fort, il en faudra 2. Bref. Et donc, la question, c'est est-ce que Jean-Marc Jancovici, quand il énonce ces problèmes climat, carbone, énergie, est-ce qu'il a raison? C'est une vraie question parce qu'il pourrait avoir tort. Hein? Et donc, on verra, parce que en fait, on fera passer le micro au fur et à mesure. Je pense que ce serait bien de faire passer le micro. Mais globalement, l'idée, c'est d'aborder un petit peu tout ça et de voir que finalement, il y a des solutions qui arrivent, qui sont sous nos yeux, qu'on ne voit pas. Souvent, les solutions les plus évidentes sont les plus difficiles à appréhender. Parce que c'est évident, en fait. Et donc, voilà à quoi pourrait ressembler la mondialisation. Donc, je vous ai fait une descente aux enfers, on va dire, qui pourrait être intéressante. Donc ça, c'est une tempête de sable en Chine, et là, vous avez un feu qui est en Australie. Des méga-feux. En fait, vous avez un feu qui a été rendu célèbre, c'est le feu de du Canada, Canada Centre. Est-ce que vous savez combien il s'est brûlé d'hectares au Canada en 2023? D'hectares de forêt, de feux que vous ne pouvez plus jamais arrêter. Il s'en est brûlé 25 millions d'hectares SAU. C'est-à-dire, c'est la totalité de la SAU française qui est utilisée par des agriculteurs en culture et en prairie. Ou alors, si c'est pas la SAU française, c'est la totalité de la forêt française. Tous les taillis, tout ce qui traîne, les forêts dans les Alpes, dans les Pyrénées, les Landes et compagnie, vous brûlez tout, ça fait 25 millions d'hectares SAU. Et là, vous dites, il fait trop chaud. C'est la faute au réchauffement climatique. Donc, la mondialisation, elle nous amène ce genre de concept. C'est des images qu'on voit à la télé, partout. Et à un moment donné, pour comprendre d'où nous vient cette espèce de mondialisation, il faut faire un petit peu d'histoire. Et il y a un auteur de science-fiction, Wells, pour pas le nommer, qui a réfléchi là-dessus il y a déjà très longtemps. Il a écrit un livre qui vient d'être traduit. C'est une traduction. Alors, si vous n'êtes pas anglophone, vous êtes malheureux, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vous échappent. Et ce livre, il a été traduit en 2018. Il est publié en France. Voilà la couverture originale. Et en fait, c'est le premier auteur de science-fiction qui va parler de mondialisation. Et quand on fait un petit peu la bibliographie de Wells, on se rend compte qu'il en a déjà parlé au moment de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une espèce de thématique récurrente, il ne sait pas trop, et puis, 20 ans après ou 25 ans après, il va écrire un livre où il va fixer un débat. Et pour lui, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait avoir une société socialiste, mondialisée, qui gère correctement les ressources du monde au bénéfice de tous. Donc il a une utopie, c'est une vision utopique. Et à la limite, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce travail-là va donner naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU, qui vont s'inspirer énormément de ce qui va être fait autour de ce livre-là, parce qu'il va militer pour de la mondialisation, la sienne, son utopie. Et donc ça va donner naissance à cette déclaration de l'ONU. Et puis pour lui, alors je vous ai remis un petit peu une capture d'écran, mais globalement, l'idée c'est de partager les ressources, vraiment, d'avoir un gouvernement mondial qui soit social, socialiste dans le sens de social, et pas dans le sens de communiste forcément. Et finalement, il pense que c'est la seule façon d'y arriver, c'est-à-dire de ne pas être chacun pour soi, mais de participer à ce grand projet de partage. Alors moi, je pourrais assez facilement être d'accord avec ça. Tu dis, ben oui, pourquoi pas, après tout, il y a des ressources, pourquoi pas les partager. Sauf que dans l'idée de l'auteur, il y a quelque chose qui va coincer tout le temps. C'est-à-dire, il a l'idée que ce sont les scientifiques qui vont aider à ce partage social des ressources.
En fait, la Deuxième Guerre mondiale, mais tout ce qui s'est passé depuis et tout ce que l'on sait depuis, montre que un pouvoir politique allié à une science, ça ne fait pas forcément un bon ménage. La science nous a donné les nitrates. Donc c'est un procédé Haber-Bosch, 1890 à peu près. Les nitrates, c'est un outil de guerre qui, allié au phosphate, vous font des explosifs, des bombes incendiaires et tout ce que vous voulez. Et donc c'est l'État qui a mis cette science au service des paysans pour en faire de l'engrais de synthèse, que vous appelez des engrais chimiques. L'ammonitrate que utilisent les paysans, c'est un outil pour faire la guerre. Quand ça a explosé à ZF, toutes les théories du complot qui disaient que c'est les bombes qui ont explosé, parce qu'en fait ils fabriquent des explosifs à ZF, et qu'on vous a dit que c'était l'ammonitrate, en fait, c'est l'explosif la chaîne de fabrication de l'explosif, c'est la chaîne de fabrication de l'engrais, c'est la même. Et elle a pété. Et sous AZF, vous avez un stock de bombes abominables dans un des bras de la Garonne. On a enterré des millions de bombes, là, remblayées avec du sable. Donc, la théorie du complot, si vous allez voir c'est quoi, c'est pas Ouest France, c'est Sud-Ouest, et puis tout ça, la dépêche du midi, ce travail-là s'est tenu avec les journalistes, et puis circulé, il n'y a rien à voir, l'État a dit, c'est l'agriculture responsable, puisqu'elle utilise des nitrates. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Les scientifiques et les nazis, pas bon ménage, les scientifiques et les communistes, pas bon ménage, et en fait, systématiquement, quand vous avez une dictature et la science, ça fait pas bon ménage. On pourrait rajouter, oui, effectivement, Pfizer, machin, etc. La question, est-ce que vous êtes en dictature ou pas? Voilà. Et puis, on pourrait se poser ces questions-là. Donc, on se la pose et on se dit, on va essayer d'y aller. Donc, la mondialisation, c'est une vieille idée qui court et que chacun va essayer de rattraper. Alors j'aime bien Macron, parce qu'à une époque on aurait pu voter pour lui, et puis il se passe des drôles de choses quand vous l'observez. Bon, maintenant on a de la chance, il a quand même 2 mandats, donc on a du passif si vous voulez. Et premier passif, en fait, d'où nous vient notre président? Notre président vient de la commission Attali 2007. Et ça c'est intéressant parce que à un moment donné, Attali il a dit c'est moi qui l'ai fait, ce gars-là. Donc, tu dis, mais qui c'est Attali finalement? Et puis, Attali, on devine qui c'est un mec qui écrit plein de bouquins, donc prenez celui qu'il a écrit sur l'agriculture et jetez-le au feu, tellement il est nul. Et en fait, quand vous lisez ces bouquins, ils sont souvent comme ça. C'est un bouquin écrit en 3 soirées sur un bureau, et parce qu'il s'appelle Jacques Attali, ça se vend bien. Mais il n'y a rien dedans, c'est complètement creux, c'est une projection intellectuelle d'un fantasme, quand vous lisez ça. Alors pour moi qui connais l'agriculture, quand il parle de son livre agricole, c'est juste bon à jeter au feu, tellement c'est nul. Mais ça, personne ne peut le dire, parce que devant Attali, Courbette, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qu'il fait dans cette commission? En fait, un projet pour la France, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se réaliser, mais en fait, on prépare la jeunesse à l'économie du savoir et à la prise de risque. Donc tous les jeunes qui sont là, je forme des jeunes, eh bien, quand ils ont 20 ans, ils seront obligés de prendre des risques demain. Le problème, on ne sait pas lequel. Des fois, ce serait bien de jauger du risque. On va participer pleinement à la croissance mondiale et devenir champion de la nouvelle croissance. Donc là, vous voyez revenir la mondialisation en force. Qu'est-ce que c'est la nouvelle croissance mondiale? C'est pas défini. Et quand vous lisez les documents, ce sont on aligne des mots un petit peu creux, parce que ça, c'est la conclusion. Donc tu es inquiet quand tu lis la conclusion, en fait. Et puis, on va améliorer la compétitivité des entreprises françaises, notamment les PME. La Vache Heureuse est une PME. J'ai pas l'impression que la compétitivité est améliorée. On se bagarre en permanence contre les services publics ou contre l'administration d'État. On va construire le plein emploi. Donc, on voit bien que Macron, il a repris ce dossier-là à bras le corps. Il veut quitter sa présidence avec le plein emploi. Et ça pourrait être l'inverse qui se passe, puisque là, c'est un petit peu mal parti à nouveau.
supprimer les rentes, réduire les privilèges, favoriser les mobilités, créer de nouvelles sécurités à la mesure des instabilités qui vont augmenter, instaurer une nouvelle gouvernance au service de la croissance, qui est mondiale finalement, hein, et de ne pas mettre le niveau de vie d'aujourd'hui à la charge des générations futures. Donc ça c'est intéressant, parce que ça concerne la dette. Donc si je suis balèze, si je sais bien gérer mon État, je supprime la dette. Bon. Et donc c'est intéressant parce qu'on a un super ministre de l'économie. Voilà. Sans doute le plus naze des nazes. Hein, il est, enfin, si on nous dit qu'il est bon, je ne vois pas où. Quand il a pris le ministère des Finances en 2017, on avait 97% du PIB qui était concerné par la dette, et puis ça faisait 59 milliards de dettes tous les ans. Et puis quand il arrive en 2023, donc il y a passé 6 ans déjà, son ministère, il a endetté la France à plus de 100%, on est à 112% quasi, et le déficit de 2023 sera de 173 milliards d'années, c'est-à-dire plus de 3 fois ce qu'il a trouvé en arrivant. Alors qu'on ne me dise pas qu'il est doué. C'est même plutôt nul, et puis ça descend aux enfers, c'est la descente aux enfers son truc. Mais ce qui est intéressant avec la dette, c'est ce qui suit. Et quand vous allez voir des articles du Monde, je vous laisserai le diaporama, vous verrez avec l'association comment le récupérer. Je vous ai mis les références, vous pouvez relire les journaux, vous pouvez tout relire. C'est intéressant de faire comme ça. En fait, le problème, il va arriver ici, là, sur la partie 2023, 2024, 2027, et en 2027, on voit quelque chose qui monte très haut. C'est une espèce d'exponentielle de la dette. En fait, ce sont les services de l'intérêt de la dette. Voilà. C'est pas payer la dette, c'est que payer les intérêts. Et donc, on voit que depuis que Giscard a été au pouvoir, avec un Premier ministre qui s'appelait Chirac, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On cumule 3088 milliards de dettes fin 2023 en France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Chirac et Giscard? Eh bien, il s'est passé qu'ils ont fait sauter un verrou important dans la République. Quand l'ENA a été créé, il y avait un interdit au niveau des énarques. Il était interdit que quelqu'un de la haute administration française en charge du gouvernement de l'État, puisque eux, ils ne changent pas quand les politiques changent. Vous votez pas pour un énarque. Il est nommé à vie s'il doit être un administrateur de l'État. Eh bien, il était interdit que les grands administrateurs de l'État aient des fonctions politiques. Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas élire quelqu'un qui vient de l'administration publique d'État. Il y a 1000 fonctionnaires concernés par ça, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe, l'arrière-cuisine et l'avant-cuisine, si vous voulez. Et donc, Giscard et Chirac, ils vont faire sauter ça dans la Constitution, et ils vont permettre l'élection de la haute administration à des fonctions politiques. Et depuis, en fait, ils sont devenus juges et partis. Qui c'est Castex? Premier ministre de la France, d'accord? Maintenant, il est président, directeur général de la RATP. Et donc, il passe dans une entreprise semi-publique, etc., qu'on veut privatiser. Mais le patron de Vinci, c'est pareil, etc., etc. Et quand vous faites le mapping du CAC 40, ce sont tous des hauts fonctionnaires qui sont PDG de très grandes entreprises, qui s'enrichissent comme Crésus, mais dont l'argent ne revient pas en France. Et en plus, ils peuvent être élus par la République, vous voyez, pour être président de la République, Macron. Et donc vous êtes jugé parti en fait. Et donc quel crédit voulez-vous donner dans une démocratie qu'on pense la nôtre, si les gens pour qui vous votez, ils sont jugés partis? C'est sûr que ça ne marchera pas, c'est sûr que ce sera un monde corrompu, puisqu'il n'y a pas le contre-pouvoir.
Et donc ça, c'est à méditer, parce que ça a démarré dans les années 70, ce travail-là. Et du coup, 40 ans après, on cumule en France 3100 milliards de dettes, et curieusement, tout le monde était content quand le taux d'intérêt était 0% avec le Covid. Vous avez là, 0% d'intérêt de la dette, 2020, vous remboursez 25 milliards d'intérêt. En gros, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, il n'y a que les imbéciles qui pensent que ça va durer. Non, ça ne dure pas, puisque là, actuellement, le taux d'intérêt que paye l'État, c'est 3%, et que s'il devait rembourser toute sa dette à 3%, eh bien notre ministre, il devrait payer 92 milliards uniquement pour les intérêts. Et donc moi, je veux bien prêter de l'argent à la France. J'aurais dû en prêter beaucoup plus que ça. Parce qu'à 3%, j'encaisse. Vous voyez ? Donc c'est intéressant d'avoir un État endetté, et puis en fait, on voit qu'il se prépare une vraie catastrophe. Il se pourrait que notre épargne n'y résiste pas.